Merci. On a terminé sur le réseau. Je vous rappelle qu'en tant que professionnel, donc, dans la nouvelle loi de modernisation de santé du 26 janvier 2016, on demande que les professionnels de santé, notamment sexologues, santé sexuelle, organisent un parcours de santé et non pas de soins, dans une prise en charge globale et positive du sujet. Donc ça rejoint typiquement ce qu'a construit Patrice Lopez à travers ce très beau symposium. Donc vous avez 2 micros dans la salle, avec en haut et en bas. Si on met un peu de lumière, ce sera peut-être un peu plus facile pour qu'on puisse repérer ceux qui souhaitent prendre la parole, poser des questions ou avoir quelques précisions sur les différents exposés. Et on a une demi-heure de débat ou de complément. Oui. Est-ce qu'on peut avoir un peu de lumière dans la salle pour qu'on puisse mieux vous repérer? Voilà, bonjour. Oui, bonjour, Pierre-Alain Nico, Montaigne Suisse, pour une question à Madame Pastreau, j'ai oublié mes lunettes. Et vous avez parlé au début de Batachi, de Qigong. Est-ce que d'intégrer du yoga que je connais mal ou du tai chi dans la démarche par d'autres gens vous paraît sensé ou pas? Oui. Alors, je ne suis pas une spécialiste des thérapies corporelles orientales, mais en Qigong, on va retrouver, par exemple, le travail sur les lois du corps dont parlait Jocelyn, la posture, la respiration vont être pris dans ces disciplines. Je crois que dans toutes ces thérapies, le problème c'est de tomber sur le bon thérapeute. Et il y a un engouement quand même pour les thérapies orientales actuellement. Et il faut faire attention de ne pas tomber chez n'importe qui, donc se renseigner avant d'envoyer chez ces personnes. Mais ouais, le Qigong, le Shiatsu, le Tai Chi, tout ça, je pense que c'est vraiment des disciplines intéressantes que nous, occidentaux, on ne connaît pas très bien. Mais à nous d'aller peut-être les expérimenter nous-mêmes pour savoir ce que c'est. D'autres questions? Alors, juste un petit mot, c'est vrai que ce symposium a été construit sur le thème de l'évaluation, mais vous avez vu que chaque intervenant a beaucoup détaillé à la fois l'évaluation du symptôme pour amener au diagnostic, mais que personne n'a abordé le thème de l'évaluation de nos pratiques, en termes de résultats obtenus des pathologies que nous observons. Et ça me donne l'occasion déjà de poser une première question, parce que je sais que ça a été très débattu, à savoir l'évaluation des résultats en sexoanalyse. Est-ce que vous avez avancé dans ce domaine ou ça reste un sujet tabou? Mais non, on s'est rendu compte qu'après un premier engouement, d'abord pour les thérapies, les approches comportementales, que les résultats n'étaient pas toujours assurés, et surtout pas à long terme, parce qu'on n'allait pas regarder la réalité intrapsychique. Et en évaluant cette réalité intrapsychique, on comprenait pourquoi il y avait en fait des résultats mascarades. Il y a des lâcher-prises, effectivement, avec des résultats à ce moment-là, mais des récidives. Et que la sexoanalyse apportait une réflexion complémentaire. Moi, je voudrais dire que, personnellement, la sexoanalyse n'est pas mon seul outil, et que il règne un éclectisme thérapeutique, et on l'a vu à cette table ronde, qui est très importante. Le corps, personnellement, Jean-Yves Desjardins a été un de mes formateurs que je mets sur le même plan que la sexoanalyse. Je ne peux me passer ni de la sexocorporelle ni de la sexoanalyse, et que la tête et le corps, et tu l'as dit Jocelyn, on a une globalité corps-cerveau, et qu'un changement de l'un peut entraîner un changement de l'autre, et inversement. Et les approches comportementales ont évidemment toute leur place. Non, la
c'est précisément parce que j'ai senti une limite dans ce que je faisais et que j'ai eu là une ouverture et que j'ai permis d'aider. Donc ça se base pas sur des données chiffrées, mais sur une expérience personnelle, la satisfaction de pouvoir aider, soulager infiniment plus de monde. Mais pas tout le monde encore, hélas. Alors, Marie Chevret-Méasson de Lyon. Je vous remercie de cette présentation qu'on peut dire de l'école de Nantes, même si Nantes va jusqu'à la Belgique. Je voudrais poser une question peut-être un peu iconoclaste, je ne sais pas, on verra. Je voudrais savoir si chacun de ceux qui ont présenté effectivement une technique qui quelquefois ressemblait à celle du voisin, combien de séances vous consacrez à l'évaluation de vos patients, et d'autre part, qu'est-ce que vous leur restituez de cette évaluation? Je vous remercie. Alors j'ai le micro, donc je vais répondre. L'évaluation, ça prend certainement entre 3 et 5 séances, pour ma part. Et à la fin, effectivement, moi je demande toujours au patient sa propre évaluation et sa propre compréhension au fur et à mesure. Parce que seul, moi je peux avancer des hypothèses sous forme interrogative, mais en dernière analyse, c'est quand même la sienne qui compte. Voilà, en termes pour cette question, je ne sais pas si je réponds. Je crois que donc... Ah non. Ah oui. Pareil, autour de 5 séances, donc c'est assez long. Après, dans ce qui est restitué, l'idée c'est quand même de restituer les lignes de force, les choses positives sur lesquelles on va pouvoir se baser pour aller de l'avant. Et puis de faire sens aussi des fois sur les choses qu'on évalue pour que ça fasse sens pour eux. Je pense par exemple notamment aux modes d'excitation sexuelle qui peuvent être... pour certains patients assez surprenant dans l'évaluation, de leur dire pourquoi on le fait. Et c'est aussi intéressant des fois de le faire le lien avec, en termes d'apport de connaissances, de faire le lien avec la physiologie. C'est-à-dire qu'ils fassent le lien et finalement eux-mêmes, ah oui tiens, je comprends pourquoi vous m'avez posé cette question-là, et ainsi de suite. Donc c'est effectivement de jongler un petit peu avec les deux. Enfin, c'est compliqué de faire juste une évaluation sans amener d'autres petites choses à côté. Donc c'est pour ça que ça prend du temps aussi. Je ne sais pas si ça répond un peu... Alors, même réponse en ce qui concerne l'évaluation dans les TCC, c'est au moins 3 séances. À la fin de cette évaluation, on va présenter l'analyse fonctionnelle au patient, on va la faire en même temps que lui. Cette analyse fonctionnelle, on va la réitérer aux différents temps de la thérapie pour aller vérifier si nos hypothèses sont les bonnes ou pas. On va aussi réaliser, je ne l'ai pas cité, mais on peut réaliser des évaluations par des questionnaires, bien évidemment, et le grand courant dans les TCC actuellement, pour répondre un petit peu à ton interrogation, Patrice, c'est l'évaluation de la thérapie à l'intérieur de la thérapie. C'est-à-dire qu'assez régulièrement maintenant, on demande aux patients un feedback à travers un certain nombre de questions de type qu'on pourra réitérer au bout de X séances pour voir si on ne passe pas à côté de quelque chose, pour évaluer la relation thérapeutique, pour voir si on répond aux attentes du patient. Voilà, donc l'analyse fonctionnelle, on la répète à l'infini, si je puis dire, tout au long de la thérapie. Et on fera une évaluation de la thérapie aussi sur l'efficacité de la thérapie à la fin de la prise en charge. L'évaluation que j'utilise, c'est aussi une évaluation avec une grille de lecture sexo-corporelle. Oui, 3, 4, 5 consultations sont nécessaires, d'autant plus que il y a des patients avec lesquels ça peut même être beaucoup plus long, dans la mesure où cette évaluation, elle est pour moi aussi déjà thérapeutique. Il y a un certain nombre d'éléments dans lesquels on pourra, explicatifs, qui pourra servir d'outil. Et avant même de poser une logique de système et de pouvoir mettre en place une stratégie thérapeutique, la thérapie, elle a déjà commencé. Et pour ça, moi, ça ne me dérange absolument pas de faire une évaluation sur 4, 5, 6 séances parce que c'est déjà du travail. Je suis tout à fait contente de votre remarque parce qu'effectivement, moi je pense, et dans mon expérience, j'ai des patients qui au bout de 5 séances que j'appelle d'évaluation ont tous les outils
pour repartir et faire ce qu'il faut pour aller mieux. Et je n'ai pas besoin de les rentrer dans un système où on va faire ça tous les 15 jours, etc. Ils ont pigé là où ça posait problème, et peut-être à eux d'aller faire de la méditation de pleine conscience, parce que maintenant vous trouvez des trucs très bien sur Internet, dans les librairies, etc. Ou d'autres choses, vous parliez de Qigong, etc. D'autres outils. Je dis ça aussi parce que des sexologues formés comme vous, très très bien, etc., il n'y en a pas pléthore, même si on essaye d'en former, et que si vous êtes dans une grande ville, très bien, et si vous êtes à Trifouilly-les-Nonnettes, comment vous faites? Et je crois que justement, on peut offrir plus de choses si on fait des évaluations bien faites, etc., et qu'on leur donne d'autres outils que seulement notre bonne thérapie. Voilà. Levez bien la main pour qu'on puisse vous apporter le micro. Allez-y, madame. Mireille parlera après. Allez-y, allez-y. Vous aviez le micro avant. Allez-y. Oui, bonjour, Michel Boiron, je suis psychologue et sexologue. Je voulais rebondir un peu sur l'ensemble des orateurs. Le dernier, en disant vers quel thérapeute on s'emmène, c'est vrai que c'est très important. C'est aussi important que vers quel partenaire on s'emmène. Et on a parlé d'excitation, on a parlé de lâcher prise, on a parlé de beaucoup de choses. Moi, il y a quelque chose que je trouve qui manque quant à ce qui est autour de l'excitation, c'est que la question aujourd'hui de la pornographie et des films pornographiques rentre entièrement dans toutes les questions sexuelles qu'on nous amène. Et si la question n'est pas posée directement, on peut passer un certain temps sans l'intégrer, et en tout cas moi ce que je rencontre dans ma patientèle, c'est un réel problème, et je pense qu'il faut un espace pour en parler, que ce soit du côté de la femme qui vient parce qu'elle n'a pas de rapport sexuel. Souvent il y a une passivité côté masculin parce que beaucoup de visions de films pornographiques, et ça je crois quand même que je ne l'ai pas du tout entendu là. J'avais l'impression qu'on était parti sur sur la vie d'avant, où il y en avait très peu, où c'était pas aussi important que ce qu'en tout cas moi je constate à Paris. Voilà. Je peux donner ou pas encore? On va peut-être répondre à cette question. Juste, effectivement, il y a. C'est pas une entité à part entière dans la grille d'évaluation, mais c'est forcément quelque chose qu'on va retrouver au travers de l'évaluation de l'imaginaire, au travers de l'évaluation des modes d'excitation sexuelle. Parce que quand on questionne quelqu'un sur ses modes d'excitation sexuelle, on va aussi le questionner sur quel support il utilise éventuellement ou pas. Donc c'est forcément quelque chose qui rentrera en ligne de compte. Et dans l'évaluation de l'imaginaire, on va aussi poser ces questions-là. D'où vient cet imaginaire? Comment il s'est construit? Est-ce que c'est un imaginaire qui vient de littérature écrite, du texte, ou de l'image? Pareil, on ferait la distinction entre des images fixes et des images qui bougent. Donc tout ça, c'est pas un item à part entière, mais ça fait partie de l'évaluation. Ça arrivera à un moment ou à un autre. Moi, je voudrais souligner combien a été importante la question de Patrice, en cela, quelle est l'évaluation? Et est-ce qu'on a fait une évaluation? Alors, il y a eu quelque chose d'important, c'est que les sexothérapies, ça fait partie des psychothérapies. Il y a eu tout un travail d'évaluation de l'efficacité des sexothérapies qui a été publié, qui est ancien, que je vous conseille de revoir, qui a été fait en collaboration avec l'INSERM, et dans lesquels on vous montre, comme ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle, qu'il y a autant de réponses qu'il y a de savoir-faire et de savoir-être, et qu'on ne va pas en tirer une conclusion immédiate. Par contre, effectivement, l'évaluation, elle va venir autant de ce que chacun maîtrise sa technique, que de le patient est entendu dans son langage, que l'ancienneté de la pratique va permettre plus d'efficacité. Il y a des tas de facteurs qui interviennent, je ne vais pas les développer. Il y avait eu un travail qui avait été fait par Régent Tremblay, qui fait partie de l'équipe de Toulouse,
et qui est un chercheur important, il y a 30 ans, et nous l'avions fait ensemble, et nous avions fait ce qui est important pour faire une évaluation des sexologues et de leur pratique, c'est qu'on avait fait 2 groupes, c'est-à-dire un groupe de patients qui étaient pris avant toute thérapie dans la salle d'attente et qui acceptaient de répondre à un questionnaire, et ceux qui devenaient après avoir été traités. Il est clair qu'il faudrait reprendre ce type de méthodologie et refaire ce type de travail, et ça demanderait à ce que tous ceux qui sont ici acceptent de participer à ce type de méthodologie, parce qu'il est important qu'on puisse faire un rapport de nos évaluations. Ce travail, il y a 30 ans. Il y a 30 ans, on montrait qu'effectivement, les patients qui acceptaient d'être pris en charge par un sexologue étaient améliorés. C'est important de le dire parce que dans toutes les pratiques qu'on cherche à mettre en place, le problème n'est pas de savoir si on va faire du King Kong, si on va faire de peu importe quoi. C'est de le maîtriser, d'être ancien, d'avoir été formé, comme tu le disais, c'est-à-dire de ne pas aller voir n'importe qui. Mais de ne pas aller voir n'importe qui, c'est quoi? C'est quelqu'un de formé qui maîtrise sa pratique et qui sait la faire et qui est capable de savoir ses limites. Donc si on refait ce travail d'évaluation, et si vous êtes tous d'accord, il faudra le refaire, ça nécessite de votre part une forte motivation, parce qu'il faut que vous soumettiez un questionnaire type à des patients avant même qu'ils aient commencé à faire un travail avec vous. Et puis après, qu'on les suive pendant 1 an ou 2. Et ça, c'est pas donné, mais si on ne fait pas ce travail, comment pourra-t-on prouver qu'on est digne de demander à être des professionnels? Il n'y a pas d'autre réponse. Alors, je voudrais justement en profiter pour poser la question à la salle. Qui utilise le questionnaire comme moyen d'évaluation initiale des symptômes? Vous pouvez lever la main qui donne des questionnaires aux patientes ou aux patients? C'est quand même une grande minorité, une très grande minorité. Puis je vais demander aux participants de la table ronde s'ils utilisent des questionnaires. Et puis ensuite, on verra quel questionnaire. Mais est-ce que vous utilisez des questionnaires? Alors, c'est curieux, mais au tout début de ma pratique, en 83, j'utilisais un questionnaire. À la première consultation, donc il y avait une première consultation d'évaluation, je donnais un questionnaire aux patients que je demandais qu'ils me rapportent avant la 2e consultation, que je puisse me préparer, parce que j'étais débutante à l'époque. Et donc, j'ai un très gros questionnaire que j'utilisais à l'époque. Mais je ne l'ai plus fait à partir d'un certain moment où je me suis sentie plus à l'aise, peut-être. Voilà. Et sur le questionnaire Non, moi, je n'utilise pas de questionnaire du tout, Non plus. Extrêmement rarement, et quand ça participe à la prise de conscience pour le patient, seulement quand c'est utile pour lui. Parce que sinon, je dirais que l'évaluation sexoclinique, a priori, se suffit elle-même. Ce disant, si vous faites partie d'un réseau de recherche où il faut de façon plus objective évaluer les symptômes, c'est vrai que le questionnaire est utile parce qu'il amène à une certaine objectivité. Des questions dans la salle? Je voudrais peut-être rebondir sur une question. Ah non, allez-y. Bonjour. 1, 2. Ah oui, je peux parler, ouais. Gilles Morand, je suis de Paris et de Beauvais, psychanalyste, sexologue et sophrologue, et donc je voulais juste faire remarquer, c'est pas vraiment une question, que l'aspect humain est subjectif, donc la prise en compte du sujet à travers toutes ces approches est ressortie avant même le diagnostic ou le symptôme, c'est-à-dire que quand on parle d'évaluation, il y a aussi une évaluation subjective qui est la construction de la relation entre le thérapeute et le patient. Et que ce n'est pas juste l'évaluation de façon questionnaire, c'est, je pense, quelque chose qui peut être rassurant pour, comme vous l'avez dit au début, se repérer, mais c'est aussi une co-construction. Et je trouve ça important qu'il y ait aussi une subjectivité de l'évaluation, parce qu'aucun praticien ici ne peut être complètement neutre. Et le diagnostic, il donne à travers un questionnaire une sorte de rationalité, et pour autant, le champ mélange forcément la subjectivité du thérapeute et la subjectivité du patient.
Et comment on va mieux, pourquoi on va mieux. Il peut y avoir des critères objectifs, mais aussi des critères subjectifs. Et ça peut être important que le patient lui-même fasse évoluer sa subjectivité. Je ne sais pas si j'étais assez clair. Moi, je voudrais essayer de vous faire réfléchir sur quelque chose qui m'apparaît assez flagrant dans tout ce qui a été présenté, même si on peut avoir une communauté, je dirais, de pratiques entre sexo-corporel, thérapie à médiation corporelle ou TCC. C'est pas la même chose avec ce que vous faites, Esther. Mais moi, ce qui m'apparaît assez flagrant, c'est qu'à travers toutes ces approches thérapeutiques et ces évaluations différentes, il y a des facteurs communs. Il y a quelque chose de transversal. Et c'est ça qu'on a essayé de vous montrer à travers ce symposium. Je ne sais pas si vous l'avez perçu, j'aimerais bien que vous commentiez un petit peu par rapport à ça. Autour des dernières recherches qui se font en psychothérapie, on sait mettre en évidence aujourd'hui que quelle que soit l'approche thérapeutique utilisée, il y a des facteurs communs qui sont les mêmes. Qu'on soit avec une approche psychanalytique, une approche en TCC ou systémique, il y a à peu près 50%, voire à 60% de facteurs communs qui expliquent l'efficacité d'une psychothérapie, donc d'une sexothérapie également. Et je pense que ça se voit aussi à travers l'évaluation qu'on fait et à travers, je dirais, les présentations qui ont été faites par les différents orateurs. Moi, j'ai repéré, en ce qui me concerne, un certain nombre, effectivement, de facteurs communs qu'on évalue, que ce soit les facteurs historiques dans la construction de la sexualité, les facteurs personnels, et au premier plan desquels peut-être la genralité, les facteurs que je vais nommer symptomatiques, et surtout la fonction du symptôme, les facteurs relationnels, et puis ce lien entre le corps et l'esprit. Je l'ai entendu dans toutes les présentations, mais c'est mon avis. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qui tu interroges, Nathalie? Nomme quelqu'un avec ton doigt, répondez à ma question, non? Et commentaire, allez-y, réveillez-vous un peu, là. Vas-y, Hervé, je sens que tu veux intervenir. Quelqu'un peut apporter un micro au premier rang? Merci. Oui, Hervé Lejeune, Lyon. Effectivement, je voulais te poser une question à toi, puisque tu as présenté un cas clinique, et tu as dit que tu allais adresser la patiente à un collègue pour les aspects plus psychologiques, une fois que tu avais fait la biopsie, analysé s'il y avait un lichen ou je ne sais quoi, donné une oestrogénothérapie pour remettre les choses. Et tu adresses à qui, comment on choisit le psychosexologue à qui on va adresser le patient? Et ça, c'est, à mon avis, une vraie question. Il y a la compétence de chacun. C'est bien joli de dire il faut quelqu'un qui soit compétent, mais comment on sait? C'est pas marqué sur la plaque. Et donc, je pense que tu vas me répondre réseau de soins. Exactement. Et après, la question secondaire, c'est, et ça va, à ce moment-là, elle va se poser aux différents orateurs, est-ce qu'il y a des patients pour lesquels, dès le début de l'évaluation, vous dites celui-ci, je ne vais rien en faire, parce qu'il n'est pas de mon ressort? Ou est-ce que vous avez l'impression que vous pouvez tout traiter? Tu as déjà répondu à la première question, celui du médecin gynécologue qui voit un problème qui allie à la fois un problème médical et un problème psychologique, comportemental, voire social. Donc on a parfois besoin de ce réseau, et c'est un peu l'intérêt de travailler en transversalité. Mais ce réseau va du sexologue au conseiller conjugal, voire même à l'assistante sociale dans certains cas. Qui on adresse? On adresse à notre réseau, effectivement. On ne peut pas savoir, puisqu'il n'y a pas d'évaluation pertinente qui sera bon dans ce domaine, c'est par la rumeur, par le qu'en dira-t-on et par le bouche à oreille qu'on pense adresser aux meilleurs thérapeutes qu'ils soient, de notre ville ou de notre région. Oui, je voudrais ajouter, je crois que le travail sexologique est un travail d'équipe. On ne peut pas tout faire. Je veux dire, le symptôme sexuel a des tas de, on l'a vu, de ramifications. Travail d'équipe où chacun, on a son niveau d'intervention. Le risque en est évidemment la fragmentation des efforts thérapeutiques et parfois, hélas, les oppositions de thérapeutes aussi. Hein, ça peut parfois arriver. Moi, je voudrais dire, donc, j'ai présenté un peu la sexanalyse de façon très, très, très succincte. Peut-être, la dimension couple a été évoquée. Je crois qu'en tant que sexologue, on ne peut pas se passer du couple la plupart du temps. Et personnellement,
ça m'arrive très régulièrement de faire un peu de ce que j'appelle la sexuanalyse de couple, où chacun des deux partenaires évalue, essaie de comprendre ses propres limites dans l'exercice de sa sexualité et comment, quelle est la complémentarité, et ça a des effets très émulateurs, très dynamisants pour le couple de comprendre, de lutter ensemble contre des ennemis invisibles qu'ils payent en fait. Et c'est hyper intéressant. Par rapport à votre question, est-ce qu'au premier coup d'œil, on voit si ça va le faire ou pas? J'ai envie de dire que ça... Non, enfin, moi, je ne le sais pas au premier coup d'œil, je ne suis pas assez fort pour ça. Par contre, ça peut arriver qu'après un peu d'évaluation, justement, je me rende compte que je ne sois pas la personne la plus pertinente par rapport à la demande, par rapport à la disponibilité du patient à ce moment, ou par rapport aux outils. Donc voilà, on réoriente, encore une fois en mettant du sens avec le patient, pourquoi on réoriente et pourquoi ça nous paraît plus pertinent. Voilà. Pour répondre pour la compétence des zoothérapeutes, moi j'essaie quand même de m'enseigner si cette personne est issue d'une formation solide. Je me renseigne. Et puis si possible, si j'ai le temps, j'essaye de les rencontrer. Alors ce qui fait que, enfin dans ma pratique, maintenant je travaille à peu près toujours avec les mêmes personnes. C'est un peu dommage pour des nouveaux thérapeutes qui s'installent parce que j'ai pas le temps de les rencontrer. Mais je m'interroge déjà quand même sur les diplômes. De quelle école viennent-ils? Par exemple pour la sophro, pour l'hypnose. Où ont-ils été formés et comment? Moi j'aimerais poser une question à Patrice, parce que finalement, est-ce qu'il y a une évaluation qui peut être transversale, qui pourrait être commune? Parce que beaucoup d'étudiants ici, ou même de sexologues ou de sexothérapeutes, n'ont pas forcément des spécialités telles qu'on a entendu tout à l'heure. Donc, est-ce que la proposition que tu as faite de MPSC pourrait être une évaluation transversale qui pourrait être adoptée par le plus grand nombre? Et est-ce qu'elle... Parce qu'après, on a vu des évaluations plus spécifiques en fonction des thérapies que l'on peut avoir acquis avec des formations complémentaires. Donc voilà, c'est une question assez précise. C'est de façon pragmatique, qu'est-ce que l'on sort de cette table ronde et qu'est-ce que l'on peut avoir comme pratique au quotidien? Là, je me suis placé en tant que médecin, donc c'est la raison pour laquelle l'examen médical nous fait partie de la première évaluation pour ne pas passer à côté d'une pathologie qui est curable. Et je donne toujours l'exemple de la douleur liée à l'épisiotomie, liée à une cicatrice scléreuse que l'on va opérer, qui va permettre de guérir la patiente de la dyspareunie. Mais globalement, on ne peut pas faire cette évaluation si on n'a pas cette approche psychopersonnelle, en intégrant, comme on le voit, à la fois le passé et le présent, et surtout de revoir l'environnement. On ne peut pas non plus de se contenter que du thérapeute et du patient ou de la patiente, mais obligatoirement étudier ça dans son environnement social, et cette dimension sociale doit être intégrée, je pense, à l'évaluation initiale. Et puis je pense qu'il ne faut surtout pas, bien entendu, oublier la composante du couple, qui est absolument nécessaire pour voir quels sont les objectifs que l'on se fixe dans le traitement et quelles sont les chances de guérison par rapport à ce que l'on propose. Donc je sais pas, je pense que c'est simple, hein, le MPSC, c'est l'application simple de ce que je pense tout le monde fait, mais ça donne effectivement une sorte de hiérarchie pour ne pas oublier un point important où dans le dialogue on peut être entraîné facilement sur des domaines qui ensuite nous font écarter de cette évaluation globale initiale. Alors, il y a Marie-Hélène là-bas, je crois. Marie-Hélène. Alors, ça fait un certain temps que je gesticule, donc là, en fait, je voudrais revenir sur deux points précédents. Quand on parle du travail en réseau, hein, et je pense qu'il y a vraiment quelque chose de très important à l'heure actuelle dans l'évolution de nos pratiques. Parce que le travail en réseau, c'était peut-être, on en ressentait peut-être un peu moins le besoin il y a un certain nombre d'années.
Mais à l'heure actuelle, je pense que pour deux raisons, c'est au centre de notre manière de concevoir nos stratégies thérapeutiques. Parce que les choses sont devenues de plus en plus complexes. Le monde est complexe. On a affaire à des patients qui nous amènent des pathologies de plus en plus complexes. Je pense en particulier à tous ces sujets vulnérables, vieillissants, porteurs de maladies chroniques, qui nous amènent des choses difficiles à régler. Et je pense que nul ne peut avoir la prétention de traiter tout seul efficacement ces patients qui amènent des pathologies lourdes et des dysfonctions sexuelles s'appuyant sur un contexte chronique, difficile. Donc je pense que pour ces patients-là, c'est évident que le travail en réseau est quelque chose de très important. Et puis, je pense aussi que c'est très important et que ça a beaucoup évolué et qu'aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de majeur. C'est aussi que nous avons tous évolué vers des approches de plus en plus intégratives de nos pratiques, de notre manière de réfléchir, non pas centrée sur le symptôme, mais en élargissant à l'individu, quelle que soit notre manière, notre formation initiale, tous ici, on a évolué de plus en plus vers ça. Et à partir du moment où on va du symptôme à l'individu, on est obligé, on est mis devant le fait évident qu'on va déboucher sur une prise en charge qui va associer des moyens différents et des personnes de formations différentes qui vont pouvoir mener à bien un vrai travail thérapeutique sur ce patient. Voilà, c'était juste pour ponctuer, parce que c'est vraiment une évolution de nos pratiques à l'heure actuelle, il me semble. Merci Marie-Hélène. Est-ce qu'il y a une autre question ? Oui, pardon. Oui, bonjour. Oui, allez-y. Bonjour, Samy. Aujourd'hui, lorsqu'il y a souffrance, certains, si ce n'est la majorité des patients, se dirigent vers monsieur Sexonet, je parle de l'Internet en fait, et après ils se dirigent vers le sexothérapeute. En fait, ma question, où intégrer l'effet de la Sexonet sur les approches que vous avez élaborées? En fait, j'ai appelé comme ça Sexonet, voilà, je n'ai pas trouvé d'autres mots. Les membres de la table ronde, là, sont inspirés par le Sexonet, le web. Je dirais qu'Internet, c'est aussi un moyen d'apprendre des choses, d'avoir des connaissances sur la sexualité. On a parlé de la pornographie tout à l'heure. Un certain nombre d'individus font des apprentissages sexuels via la pornographie. Alors, il y a la bonne et la mauvaise pornographie, mais il y a aussi plein de sites tout à fait respectables, médicaux ou autres, qui permettent d'accéder à un certain nombre d'informations. Et le premier niveau de prise en charge, on le sait bien, c'est de délivrer de l'information sexuelle. Alors pourquoi pas dans un premier temps, et peut-être qu'il faudrait qu'on s'intéresse à ça de manière un petit peu plus professionnelle. Là, je pense qu'on ne va pas trop développer le net, je pense qu'éventuellement il y aura d'autres réunions. Juste quand même pour être très pratique, là je me mets d'un point de vue pratique parce que j'ai vu plusieurs fois des patientes venir pour des vaginismes et je suis désolé, la guérison du vaginisme apparaît difficile. Qu'est-ce que vous proposez de façon pratique dans le cas du vaginisme primaire total initial? Dans le concret. Pardon, oui. Il faut voir la cause du vaginisme. J'avais fait une parenthèse, enfin une diversion sur la relation à la mère, et un nombre de vaginismes importants est lié à un lien fusionnel à la mère. Il faut savoir couper ce lien. Rien à faire, ce sont des femmes qui se vivent avec un si gros pénis, monstrueux, mais si elles ont l'impression que le pénis est si monstrueux, c'est parce qu'en fait elles ont l'impression d'avoir un tout petit vagin, un vagin de petite fille. Il faut qu'elles grandissent, et pour grandir, il faut qu'elles puissent couper avec la mère. Alors parfois, quand elles n'arrivent pas à couper avec la mère, parfois c'est nous qu'elles agressent, quand elles ne sont pas arrivées, et c'est thérapeutique aussi.
et ça se passe très bien. Mais il n'y a rien à faire. Il faut, parce que le vaginisme peut éventuellement évoluer vers une dyspareunie, mais bon, c'est pas mieux de faire l'amour en ayant mal. Il faut travailler cette maturation, de couper ce lien à la mère. Donc, par leur vaginisme, elles continuent d'obéir inconsciemment à cette mère. Alors là, c'est vraiment un cas clinique qui, je trouve, moi, difficile dans la prise en charge et qui nécessite vraiment du réseau. La dimension que tu viens d'évoquer, effectivement, quand tu n'es pas psy, tu ne peux pas vraiment y travailler. Mais il y a aussi tout un travail d'intégration de la vaginalité à faire, qui peut passer déjà par de la rééducation périnéale chez une sage-femme, chez un kinésithérapeute. Ça peut être aussi un travail vraiment autour d'une approche, alors peut-être corporelle, d'abord globale. Je vois des femmes avec du vaginisme qui sont complètement analphabètes du corps et leur demander qui sont coupées du bas. Donc il y aura tout un travail d'approche corporelle à faire. Et là, les techniques à médiation corporelle peuvent avoir leur place. Et puis d'investigation aussi symbolique. Donc c'est vraiment des prises en charge pluridisciplinaires nécessaires, souvent. Oui, donc... ouais. Moi également, toutes ces pathologies-là, je les prends en charge en binôme avec une collègue qui est sage-femme. D'abord pour une évaluation. Moi j'ai pris le parti de ne pas examiner les femmes. Donc je demande un bilan. Il y a des fois des gynécos qui ne sont pas sensibilisés à la sexo, qui passent à côté de causes même somatiques. Donc je redemande un bilan à cette collègue-là et en général après on fait les suivis à 4 mains, sans faire de mauvais jeu de mots. Je voudrais dire effectivement donc cette ouverture intrapsychique doit ensuite être encore travaillée au niveau du corps, évidemment. C'est pour ça que je pense qu'on ne peut pas se passer et du corps et de l'esprit. Tu veux dire... Je vais juste dire 2 secondes que je suis tout à fait d'accord et je fais la même chose en tant que psychologue, sexologue. Je travaille avec des sages-femmes pour qu'on puisse travailler et l'esprit et le corps en synergie. Oui, on est obligé de clore, c'est le temps pour respecter. Je voudrais tous vous remercier pour cette transversalité, cette pluridisciplinarité, ce réseau qui se constitue déjà, mais j'espère pas qu'à Nantes. Et je souhaiterais dire à tous que le réseau est une des priorités du 26 janvier 2016 de la loi de modernisation, qu'actuellement dans toutes vos régions, les programmes régionaux de santé sont en train de se clore. Ils se clorent pour le mois de juin, ils seront publiés à la fin de l'année, et que dans toutes vos régions, vous avez des CGID, des centres gratuits d'information, dépistage et de diagnostic qui seront la porte d'entrée pour tous les problèmes, pour beaucoup de gens sur la santé sexuelle. Et tous les CGID réclament de connaître les différentes professionnels. Et donc le réseau peut se constituer en incluant les CGID comme porte d'entrée. Et je vous demande donc de vous adresser et de vous faire connaître aux CGID de vos villes et petites villes. C'est extrêmement important et ça fera partie de l'annonce de la ministre la semaine prochaine, puisque c'est une des grandes priorités qui sera annoncée. Merci. Excusez-moi de vous couper 2 petites secondes, Thierry. Très important, il y a dans la salle, je pense, des membres de l'AIUS, c'est sûrement des membres titulaires de l'AIUS. Je suis Antoine Fex, secrétaire général de l'AIUS. Vous n'oubliez pas qu'il y a le vote pour le prochain bureau du conseil d'administration. Il faut voter avant 19h ce soir. Donc, il y a le stand de l'AIUS pour ceux qui n'ont pas Internet, il y a une tablette, enfin, il y a de quoi voter. Donc, absolument, allez voter. Il y a l'Assemblée générale ce soir, salle Hénin 1 et 2 pour tous les membres de l'AIUS. Voilà, et puis je crois que la session d'après, c'est les mémoires, on vous y attend. Donc, surtout, pensez à aller voter. Vous pouvez vous procurer les enregistrements des assises de sexologie au